Si les corps sont saisissables, 7. 38. Certaines donc disent que le corps est ce qui est susceptible d'agir et de pâtir. Mais dans la mesure où l'on accepte cette conception, il est insaisissable. En effet, la cause est insaisissable, comme nous l'avons rappelé. Mais si nous n'avons pas les moyens de dire s'il existe une cause quelconque, nous ne pouvons pas non plus dire s'il existe quelque chose qui pâtit. Car ce qui pâtit, pâtit dans tous les cas du fait d'une cause. Mais si, à la fois, la cause et ce qui pâtit sont insaisissables, pour cela le corps lui aussi sera insaisissable. 39. D'autres affirment que le corps est ce qui a trois dimensions en présentant une résistance. En effet, disent-ils, un point est ce qui n'a pas de partie. Une ligne est une longueur sans largeur, une surface, une longueur avec une largeur. Mais quand celle-ci a en plus une profondeur et une résistance, c'est un corps sur lequel court notre présent raisonnement, qui est composé d'une longueur, d'une largeur, d'une profondeur et de résistance. 40. Or, contre eux, l'argumentation est également facile. En effet, ils diront que le corps soit n'est rien en dehors de cela, soit est quelque chose d'autre en plus de la réunion des choses précitées. En dehors de la longueur, de la largeur, de la profondeur et de la résistance, le corps ne serait rien. Mais si ces choses sont le corps, si l'on montrait qu'elles n'existent pas, on supprimerait aussi le corps, car les tous sont supprimés avec toutes leurs parties. Or, il est possible de réfuter ces notions de manière variée, mais il suffira pour l'instant de dire que si ce sont des limites, il s'agit soit de lignes, soit de surfaces, soit de corps. 41. Si donc on disait que ce sont des surfaces ou des lignes quelconques, ils avanceront aussi de chacune de ces notions qu'elle peut soit exister en propre, soit être considérée seulement accompagnant ce qu'on appelle les corps. Mais rêver qu'une ligne ou une surface existe par elle-même est sans doute une niaiserie. Et si l'on disait qu'elles sont observées seulement comme accompagnant les corps et qu'aucune d'elles n'existe par elle-même, d'abord il serait immédiatement donné que ce n'est pas à partir d'elles que les corps sont venus à l'être, car je pense qu'il aurait fallu qu'elles aient d'abord possédé l'existence par elles-mêmes, et que s'assemblant ainsi, elles aient fait les corps. 42. Ensuite, elles n'existent pas non plus dans ce qu'on appelle les corps. Et l'on peut suggérer cela par plusieurs remarques, et bien il suffira pour l'instant de mentionner les apories venant du toucher. Si en effet les corps qui sont situés les uns à côté des autres se touchent, ils sont en contact par leurs limites, à savoir leur surface. Or, les surfaces entières ne seront pas totalement unifiées entre elles par le toucher, puisque le toucher serait une fusion et la séparation des choses qui se touchent une déchirure, ce que l'on n'observe pas. 43. Mais si la surface touche la surface du corps qui est en contact avec elle par certaines parties et a été unie par certaines autres au corps dont elle est la limite, ce ne sera pas sans profondeur, du fait que ces parties sont pensées différentes selon la profondeur, l'une touchant ce qui est en contact avec elle, l'autre étant unie avec le corps dont elle est la limite. On ne peut donc pas observer la longueur et la largeur sans la profondeur, comme accompagnant le corps, et en conséquence, on ne le peut pas non plus pour la surface. De la même manière, si nous posons par hypothèse que deux surfaces sont en contact l'une avec l'autre suivant les limites où elles finissent, selon ce qu'on dit être leur longueur, c'est-à-dire selon des lignes, ces lignes par lesquelles on dit que ces surfaces se touchent, ne s'uniront pas l'une à l'autre, autrement elles fusionneraient. Mais si chacune d'elles touche par certaines des parties de sa largeur la ligne qui est en contact avec elle, et avec d'autres parties s'unit avec la surface dont elle est la limite, elle ne sera pas sans largeur et en conséquence ne sera pas une ligne. Mais s'il n'y a ni ligne ni surface dans un corps, il n'y aura non plus ni longueur, ni largeur, ni profondeur dans un corps. 44. Mais si quelqu'un disait que les limites sont des corps, la réponse à lui serait brève. En effet, si la longueur est un corps, elle devra être divisée en ces trois dimensions, dont chacune étant un corps sera à son tour divisée en trois dimensions qui seront des corps, et celles-ci en d'autres de la même manière, et cela à l'infini, de sorte que le corps divisé en un nombre infini de parties devient infini en grandeur, ce qui est absurde. Les dimensions susdites ne sont donc pas non plus des corps, mais si elles ne sont ni des corps, ni des lignes ou des surfaces, on n'estimera pas qu'elles existent. 45. Mais la résistance, elle aussi, est insaisissable. En effet, si elle est saisie, elle sera saisie par le toucher. Si donc nous montrons que le toucher est insaisissable, il sera clair que la résistance ne sera pas susceptible d'être saisie. Mais que le toucher soit insaisissable, nous l'inférons par le biais de ceci. Les choses qui se touchent mutuellement, soit se touchent par leurs parties entre elles, soit les tous touchent des tous. Or, en aucun cas, des tous ne toucheront des tous, car de cette manière, ils s'uniraient et ne se toucheraient pas mutuellement. Mais pas plus, des parties ne toucheront des parties, car leurs parties sont comme des parties relativement au tout.
mais elles sont des tout relativement à leur propre partie. Or, ces tout qui sont des parties de choses différentes ne se toucheront pas comme des tout entre eux pour des raisons susdites. 46. Mais pas non plus partie contre partie. En effet, leurs parties étant de tout relativement à leur propre partie ne se toucheront ni tout contre tout, ni partie contre partie. Mais si nous saisissons le toucher comme n'advenant ni selon une totalité ni selon des parties, le toucher sera insaisissable. Et pour cette raison, la résistance l'est aussi, et en conséquence le corps également. Si en effet celui-ci n'est rien en dehors des trois dimensions et de la résistance, et que nous avons montré que chacune de ces notions est insaisissable, le corps lui aussi sera insaisissable. De cette manière donc, pour autant que cela s'applique à la notion de corps, s'il existe un corps quelconque ou non, est insaisissable. 47. Mais il faut dire ceci sur le sujet proposé. Parmi les étangs, disent-ils, les uns sont sensibles et les autres intelligibles. Les uns sont saisis par la pensée et les autres par les sens. Les sens sont simplement affectés, alors que la pensée va de la saisie des choses senties à la saisie des choses pensées. Il est remarquable que Sextus présente cette thèse empiriste comme une position commune. Si donc il existe un corps quelconque, il est soit sensible, soit intelligible, et il n'est pas sensible. En effet, on est d'avis qu'il est ainsi en vertu de l'assemblage de la longueur, de la profondeur, de la largeur, de la résistance, de la couleur et de certaines autres propriétés avec lesquelles il est observé. Mais les sens sont dit simplement affectés par eux. 48. Mais si on dit que le corps est intelligible, il faut dans tous les cas qu'il existe dans la nature l'une des choses qui soit sensible et à partir de laquelle il y aura intellection des corps qui sont intelligibles. Mais rien n'existe hors du corps et de l'incorporel, et l'incorporel est immédiatement intelligible, alors que le corps n'est pas sensible, comme nous l'avons suggéré. Étant donné donc qu'il n'y a pas dans la nature une chose quelconque qui soit sensible, à partir de laquelle viendra l'intellection du corps, le corps ne sera pas intelligible non plus. Mais s'il n'est ni sensible ni intelligible et qu'il n'y a rien en dehors de cela, il faut dire pour autant que cela découle de l'argument précédent, que le corps n'existe pas du tout. 49. Pour ces raisons donc, opposant les raisonnements contre le corps au fait qu'on est d'avis qu'il semble bien exister réellement, nous concluons à propos du corps à la suspension de l'assentiment. Mais avec l'impossibilité de saisir le corps et en même temps introduit le fait que l'incorporel lui aussi est insaisissable, en effet, les privations des états habituels sont pensées comme des privations, par exemple la cécité comme privation de la vue, la surdité de l'ouïe, et de même pour les autres cas. Pour saisir une privation, il nous faut donc avoir d'abord saisi l'état habituel dont la privation est dite être la privation. En effet, celui qui n'aurait aucune notion de la vue ne pourrait pas dire qu'un tel ne possède pas la vue, ce qui est être aveugle. 50. Si donc l'incorporel est la privation du corps, si quand les états habituels ne sont pas saisis, il est impossible de saisir leur privation, et si l'on a montré que le corps est insaisissable, alors l'incorporel lui aussi sera insaisissable. Et il est soit sensible, soit intelligible, mais s'il est sensible, il est insaisissable du fait de la différence entre les animaux, les humains, les sens, les circonstances, les mélanges et les autres choses dont nous avons parlé en traitant des 10 modes. Et s'il est intelligible, étant donné que nous n'accordons pas immédiatement la saisie des sensibles, de laquelle nous estimons que nous partons pour atteindre les intelligibles, nous n'accorderons pas non plus la saisie immédiate des intelligibles, et en conséquence pas non plus celle de l'incorporel. 51. Celui qui dit saisir l'incorporel maintiendra qu'il le saisit soit par la sensation, soit par un raisonnement. Mais certainement pas par la sensation, puisqu'on est d'avis que les sens saisissent les sensibles par pression et par choc. C'est le cas par exemple de la vue, qu'elle vienne de l'irruption d'un cône, de l'émission et du choix d'image ou de la diffusion des rayons et des couleurs. La théorie du cône était celle de Chrysippe. On trouve la théorie de l'émission de rayons par les yeux chez Platon, et elle est attribuée par Aristote à Empédocle. Et de l'audition, qu'elle soit l'effet de l'air qui a été frappé ou que les parties du son soient portées jusqu'aux oreilles et frappent le souffle acoustique de sorte que cela produit la saisie du son. Mais les odeurs aussi frappent le nez, les saveurs la langue. Il en est de même pour le toucher de la part des objets qui l'affectent. 52. Mais les incorporels ne sont pas susceptibles de soumettre quelque chose à une pression de ce genre, de sorte qu'ils ne peuvent pas être saisis par la sensation. Ils ne peuvent l'être non plus par un raisonnement, si effectivement le raisonnement est un exprimable, c'est-à-dire un incorporel, comme le disaient des stoïciens. Celui qui prétend saisir les incorporels par le raisonnement suppose ce qu'il recherche. En effet, comme nous recherchons s'il est possible que quelque chose d'incorporel soit saisi, en prenant simplement quelque chose d'incorporel, il veut par son intermédiaire effectuer la saisie des incorporels. Mais le raisonnement, s'il s'agit de l'incorporel, appartient à la classe des objets de la recherche. 53. Comment alors quelqu'un démontrera-t-il que cet incorporel, je parle du raisonnement, a été saisi en premier? Car si c'est par le biais d'un autre incorporel, nous chercherons la démonstration de la saisie de celui-ci et ainsi à l'infini. Mais si c'est par le biais d'un corps,
On cherchera aussi ce qui concerne la saisie des corps. Par quoi montrerons-nous donc que le corps qui est pris pour démontrer la saisie du raisonnement incorporel est lui-même saisi? Si c'est par un corps, nous sommes renvoyés à l'infini. Si c'est par un incorporel, nous tombons dans le mode du diallèle. Si donc le raisonnement demeure ainsi non saisi puisqu'il est incorporel, nul ne pourra dire que par son biais l'incorporel a été saisi. 54. Mais si le raisonnement est un corps, puisqu'il y a eu un désaccord à propos des corps pour savoir s'ils sont saisis ou non, par suite de ce qu'on appelle leur flux continu, qui fait qu'ils n'admettent pas le démonstratif ce, et parce qu'on est d'avis qu'ils n'existent pas. C'est pourquoi Platon appelle les corps des choses qui deviennent mais n'existent jamais. Je me demande bien comment le désaccord sur le corps pourrait être tranché quand je vois qu'il ne peut être résolu ni par un corps ni par un incorporel du fait des absurdités mentionnées un peu plus haut. Il n'est donc pas non plus possible de saisir les incorporels par le raisonnement. 55. Mais s'ils ne tombent pas sous le sens et ne sont pas saisis par le raisonnement, ils ne seront pas saisis du tout. Donc, si nous ne sommes susceptibles de rien assurer ni sur l'existence du corps ni sur l'incorporel, il faut suspendre notre assentiment aussi sur les éléments et peut-être également sur ce qui vient après les éléments. S'il est vrai que les uns sont des corps, les autres des incorporels, et que nous avons soulevé des apories à propos des deux. Mais de plus, étant donné que pour ces raisons, il faut suspendre son assentiment sur les principes actifs, aussi bien que matériels, le discours sur les principes aboutit à une aporie. 8. De la miction. 56. Mais si on laisse aussi de côté tout cela, comment donc peuvent-ils dire que les composés des premiers éléments viennent à l'être? Si le contact, le toucher, la miction est en général, le mélange n'existe pas. Au moins depuis Aristote, la miction, crasis, est un mélange dans lequel les composantes ne conservent pas leur autonomie, alors que dans le mélange, wixis, elles la conservent, comme lorsqu'on mélange deux sortes de grains. Mais ici, Sextus semble employer les deux termes avec le même sens, celui de miction. Le problème de la miction est décisif pour la physique stoïcienne. Seul un mélange dans lequel les deux corps mélangés ont une fusion telle qu'ils se compénètrent jusque dans la plus infime de leurs parties et dans lequel les composantes ne subsistent pas en puissance dans le mélange, comme le pensait Aristote, permet d'expliquer la pénétration des corps par le pneuma qui reste identique à lui-même et inaltéré. Que le toucher n'est rien, je l'ai rappelé un peu plus haut quand j'ai discuté de l'existence du corps, mais que la procédure de la miction soit aussi impossible pour autant que cela découle de ce qu'ils disent, je vais l'établir brièvement. Beaucoup de choses ont été dites sur la miction et les dissensions parmi les dogmatiques sur ce sujet proposé à l'examen sont presque interminables. D'où l'on pourrait conclure aussitôt que le caractère insaisissable de ce sujet va avec le désaccord indécidable le concernant. Nous refusons à réfuter ici chacun d'eux à cause du dessein de l'ouvrage. Nous considérons que pour l'instant ce que nous allons dire est suffisant. 57. Ils disent que les mélanges sont composés d'une substance et de qualité. On dira donc soit que leurs substances sont mélangées, mais pas du tout leur qualité, soit que les qualités sont mélangées, mais pas les substances, soit qu'aucun des deux n'est mélangé, soit que les deux s'unissent mutuellement. Mais si ni les qualités ni les substances ne se mélangent ensemble, la miction sera inconcevable. Comment se ferait-il en effet qu'il y ait une perception unique des choses mélangées? S'il est vrai que celles-ci ne se mélangent selon aucune des façons dites ci-dessus. 58. Mais si l'on disait que les qualités se trouvent simplement les unes à côté des autres, alors que les substances se mélangent, dans ce cas aussi, ce qui dit serait absurde, car nous ne saisissons pas les qualités séparées dans les mictions, mais nous les percevons comme une seule qualité produite à partir des choses mélangées. Si quelqu'un disait que les qualités se mélangent, mais pas du tout les substances, il dirait des choses impossibles, car l'existence réelle des qualités se trouve dans les substances, et pourquoi il serait ridicule de dire que les qualités sont séparées des substances et mélangées entre elles de manière propre, laissant les substances à part dépourvues de qualité. 59. Il reste à dire que les qualités aussi bien que les substances des choses mélangées s'accordent ensemble, et en étant mélangées produisent la miction, ce qui est encore plus absurde que les conceptions précédentes. En effet, une miction de cette sorte est impossible. Si par exemple à 10 cotyles d'eau était mélangé un cotyle de jus de ciguë, on dirait que la ciguë a été mélangée avec toute l'eau. Ainsi, même en prenant la plus petite partie du mélange, on trouverait qu'elle a été remplie de la puissance de la ciguë. 60. Mais si la ciguë est mélangée à chaque partie de l'eau et s'étend comme tout à travers le tout, du fait que les substances et les qualités passent les unes dans les autres, pour que de cette façon la miction se produise et que les choses qui s'étendent mutuellement selon chaque partie occupent un lien égal, un lieu égal, de sorte qu'elles soient égales les unes aux autres. Alors le cotyle de ciguë sera égal aux 10 cotyles d'eau. Ainsi le mélange doit être de 20 cotyles ou seulement de 2, pour autant que cela est conforme à l'hypothèse du mode de la miction.
Et si à son tour, un cotyle d'eau était jeté dans les 20 cotyles pour autant que cela découle de la proportion conforme à l'hypothèse, cela doit donner une mesure de 20 cotyles ou à son tour de 2 seulement, puisqu'il est possible de penser un cotyle comme 20 cotyles dans lesquels il s'étend, et les 20 cotyles comme un auquel il s'égale. 61. Mais il est possible, en jetant un cotyle à la fois et en raisonnant de cette façon, que les 20 cotyles du mélange fassent 20 000 cotyles et plus pour autant que cela est conforme à l'hypothèse, et qu'il soit seulement 2, ce qui ne le cède en rien au sommet de l'invraisemblance. Cette hypothèse concernant la miction est donc absurde. 62. Si donc il n'est pas possible qu'il y ait miction ni des seules substances mélangées entre elles, ni des seules qualités, ni des deux, ni d'aucune des deux, et que rien n'est susceptible d'être conçu en dehors de ces cas-là, la procédure de la miction est en général du mélange est inconcevable. C'est pourquoi si ce qu'on appelle les éléments ne peuvent produire les composés ni par contact en étant disposés les uns contre les autres, ni en étant mêlés et mélangés, la physique des dogmatiques est inconcevable pour autant que cela découle de leur raisonnement. 9. Du mouvement. 63. Outre ce qui a été dit, il faudrait nous arrêter sur les discours qui concernent les mouvements. De cette manière aussi, la physique qui accourt chez les dogmatiques se révélera impossible. Dans tous les cas, en effet, c'est en vertu d'un certain mouvement des éléments et du principe actif que les mélanges doivent venir à l'être. Donc, si nous suggérons qu'il y a accord sur aucune forme de mouvement, il sera clair que même si tout ce que nous avons dit plus haut est concédé à titre d'hypothèse, ce que les dogmatiques appellent le discours physique aura été avancé en vain. 10. Du mouvement de déplacement. 64. Ceux qu'on estime avoir traité complètement du mouvement disent qu'il y a 6 espèces. Le déplacement local, le changement d'état, l'augmentation, la diminution, la génération, la destruction. Littéralement, le changement physique. Sextus pense à l'école aristotélicienne. Il en reprend la terminologie à l'exception de ce changement d'état qui prend la place de l'altération. Aloiosis d'Aristote. Nous nous arrêtons spécialement sur chacune des espèces susdites du mouvement, en commençant par le déplacement local. C'est selon les dogmatiques le mouvement par lequel le mobile passe d'un lieu à un autre, soit en entier, soit en partie. En entier comme dans le cas de gens qui se promènent, en partie comme dans le cas d'une sphère qui se meut autour de son centre. En effet, alors que sa totalité reste dans le même lieu, ces parties échangent leur lieu. 65. Je pense qu'il s'est présenté 3 positions dominantes concernant le mouvement. En effet, la vie quotidienne et certains philosophes supposent qu'il y a du mouvement. Parménide, Mélissos et quelques autres qui en a pas. Quant aux sceptiques, ils ont dit pas plus. Le mouvement n'est plutôt qu'il n'est pas. Il s'agit de l'expression sceptique pas plus. En effet, pour autant qu'on s'en tienne aux apparences, il semble y avoir du mouvement, mais pour autant que cela découle de l'argumentation philosophique, il n'existe pas. Pour nous, en exposant l'opposition entre ceux qui supposent qu'il y a un mouvement et ceux qui affirment que le mouvement n'est rien, si nous trouvons que les positions en désaccord sont de force égale, nous serons contraints de dire pas plus le mouvement n'est qu'il n'est pas, pour autant que cela découle de ce qui a été dit. 66. Mais commençons par ceux qui disent que le mouvement existe. Assurément, ceux-ci s'appuient principalement sur l'évidence, car disent-ils, s'il n'y a pas de mouvement, comment le soleil se porte-t-il de son levant à son ponant, et comment se produisent les saisons de l'année qui arrivent selon qu'il est proche ou éloigné de nous? Ou comment des navires voguant hors de leur port atteindraient-ils un autre port très éloigné du premier? De quelle manière celui qui abolit le mouvement quitte-t-il sa maison et y revient-il? Ce sont là des faits parfaitement incontestables. C'est aussi pourquoi un cynique à qui on avait proposé un argument contre le mouvement n'y répondit rien mais se leva et marcha, établissant par son acte et par l'évidence que le mouvement est réellement existant. Telle est la manière dont ceux-ci entreprennent de mettre en difficulté ceux qui ont une position contraire à la leur. 67. Quant à ceux qui abolissent l'existence du mouvement, ils se servent des arguments suivants. Si quelque chose se meut, il se meut soit de lui-même, soit du fait d'autre chose. Mais si c'est du fait d'autre chose, il se met soit sans cause, il se meut soit sans cause, soit selon une certaine cause. Mais ils disent que sans cause, rien n'advient. Et s'il se meut selon une certaine cause, la cause selon laquelle il se meut sera productrice de son mouvement. En conséquence de quoi, on tombe dans la régression à l'infini, conformément à l'attaque lancée un peu plus haut. 68. Par ailleurs, puisque ce qui meut agisse et ce qui agit est mu, le premier aura besoin d'un autre moteur et ce deuxième moteur d'un troisième, et ainsi à l'infini, de sorte que le mouvement n'a pas de commencement, ce qui est absurde. Donc tout mu n'est pas mu par autre chose, mais ce n'est pas non plus de lui-même, puisque tout ce qui meut le fait soit en poussant, soit en tirant, soit en élevant, soit en abaissant. Ce qui est mu de soi-même devra se mouvoir de soi-même selon l'un des modes susdits. 69. Mais s'il est mu lui-même en poussant, il sera derrière lui, et lui-même, et c'est en tirant, il sera devant.
Et c'est vers le haut, il sera en dessous. Et si c'est vers le bas, il sera au-dessus. Mais il est impossible à quelque chose d'être au-dessus, devant, au-dessous, ou derrière soi-même. Il est donc impossible qu'une chose soit mue par elle-même. Mais si rien n'est mu par soi, ni par quelque chose d'autre, rien n'est mu.